Aujourd'hui, avec nous, Grégory Neve, directeur de la communication Nissan. Bonjour. Bonjour. Grégory, même si ça ne se voit pas au premier abord sur votre stand, beaucoup d'actualités en ce qui concerne la marque. Oui, beaucoup d'actualités aussi pour les visiteurs. Il faut savoir que la gamme Nissan aujourd'hui est extrêmement jeune, puisque si on prend ce qui s'est passé depuis le début de l'année, on a eu le nouveau Qashqai, suivi par le nouveau X-Trail, puis le facelift du Juke, suivi ensuite, là en ce moment, pour la toute première fois, la Pulsar sur le stand, et le nouveau facelift du 370Z. Donc ça fait une actu qui est extrêmement chargée. Et puis du côté électrique, l'arrivée du INV 200. Donc tout ça depuis le début de l'année, ça fait une actu Nissan extrêmement chargée. Et quand on regarde le stand aujourd'hui Nissan, si on était là il y a 2 ans ou si on est passé il y a 2 ans, globalement, il n'a plus rien à voir. D'accord. Une version nettement plus puissante de la Pulsar aussi en 190 chevaux. Oui, alors quand on a lancé la Pulsar auprès des médias cet été, on leur a dit on va lancer la voiture avec un diesel et un moteur essence pour l'instant, et puis on a dit qu'on allait arriver avec une version un petit peu plus puissante en version essence, et c'est celle qu'on présente sur le stand avec une version 190 chevaux. D'accord. Également bien mise en valeur des modèles de chez Nismo. Alors expliquez-nous ce que c'est que Nismo, parce que tout le monde ne sait pas forcément ce que ça représente. Alors Nismo, ça veut dire Nissan Motorsport. Donc c'est le label haute performance de Nissan. C'est ce qui vient coiffer le haut de la gamme Nissan pour les modèles les plus sportifs. Donc là, on a la chance sur le stand d'avoir 3 modèles. Donc le Juke Nismo RS, toute première fois qu'on le voit et qu'on le commercialise, qui fait 218 chevaux. Ensuite, on a le Z dans sa nouvelle définition 2015 en version Nismo également, et la fameuse GTR Nismo, celle qui effraie toutes les supercars aujourd'hui sur le Nürburgring et tourne en 708. Donc ça, c'est pour fêter le 30e anniversaire de Nismo, on a toute la gamme réunie, et puis un concept car Nismo également, puisqu'on présente la Pulsar Nismo, encore au stade de concept, mais si l'accueil du public est favorable, on ira à la commercialisation également. Comme ça se fait souvent sur le mondial, on présente des teasers, on note les réactions de la clientèle, le cas échéant, les gens qui voudraient la commander, et on décide après de la passer en production industrielle ou pas. Oui, c'est vraiment important. L'accueil du public, ça permet véritablement de savoir si on va dans la bonne direction ou non. D'ailleurs, sur le stand Nissan, il y a des personnes qui sont là pour interroger également les clients, obtenir leur feedback, et suite à ça, se dire effectivement, il y a des véritables opportunités commerciales derrière. Alors, un petit peu à l'inverse complet, la Leaf. Non pas que ça soit péjoratif, mais la Leaf qui a été en Europe l'une des premières vraies citadines électriques à être commercialisée. Je crois que la commercialisation remonte à 3 ans sur le marché français. On en est où? Je crois que ça se passe pas mal sur les ventes mondes. Alors, la voiture, l'Alliance, d'abord, Renault-Nissan, est leader en matière de zéro émission. Et au sein de l'Alliance, la Leaf est la voiture la plus vendue, avec 135 000 ventes aujourd'hui. Elle est commercialisée sur plusieurs continents, naturellement au Japon, aux États-Unis également, en Amérique du Sud, en Europe. Et donc, la Leaf est la voiture électrique la plus vendue dans le monde. En France aussi, les ventes progressent, et chaque mois, on vend de plus en plus de voitures électriques que le mois précédent. La Leaf aujourd'hui, on bat des records chaque année en termes de vente. Et ce qui est important au niveau de la voiture électrique, c'est la voiture d'un côté, mais également tout l'écosystème qu'on peut mettre en place. Aujourd'hui, on a calculé qu'il y avait plus un client qui était intéressé par une voiture électrique se posait plus de 20 questions. La première étant peut-être l'autonomie, les points de recharge, quelle pouvait être la valeur résiduelle, ce genre de choses. Et ce qu'on fait aujourd'hui en mettant tout un écosystème en place et les infrastructures, c'est d'essayer de répondre à l'ensemble de ces questions pour que la voiture électrique et son écosystème deviennent quelque chose d'évident pour le grand public demain. Et ce qui est important, c'est quand on parle aujourd'hui d'écosystème, on va vraiment très loin au sein de l'Alliance et chez Nissan, puisque aujourd'hui, on propose carrément des bornes qu'on met à disposition chez Auchan. Par exemple, tous les Auchan de France auront des bornes de recharge rapide d'ici la fin de l'année. C'est déjà le cas chez Ikea. Ce qui permet de dire aux clients assez facilement, c'est
dans votre périple, et au moment où vous allez aller faire vos courses, vous aurez la possibilité de recharger votre voiture également. Donc que ce soit du public ou du privé, toutes les initiatives sont bonnes à prendre pour mettre en place les infrastructures qui vont permettre de constituer un véritable écosystème autour de la voiture électrique. Et puis comme il n'y aurait pas de voiture à essence aujourd'hui sans les stations, c'est de créer l'écosystème qui va permettre le développement de la voiture électrique. Il est clair qu'effectivement, quand on interroge des acheteurs potentiels de véhicules électriques, c'est la grosse question, la grosse peur, l'autonomie. Mais jusqu'à preuve du contraire, ça se passe là aussi pas mal, parce que je crois que vous avez extrêmement bien performé, par exemple en septembre sur Leaf. Oui, les ventes de Leaf au mois de septembre sont très bien comportées. Et ce que je dirais même bien au-delà, c'est que les clients Leaf aujourd'hui sont des clients extrêmement satisfaits de leur voiture, satisfaits à plus de 97%. C'est-à-dire que quand on achète une Leaf aujourd'hui, à plus de 97%, on est satisfait de son choix, ce qui est historique. Je pense qu'il y a assez peu de voitures comme ça dans le monde de l'automobile aujourd'hui. Et on va même plus loin, puisque les clients qui achètent une Leaf en deuxième voiture dans le foyer, cette deuxième voiture devient la voiture principale du foyer. Donc l'essayer, c'est vraiment l'adopter. Mais voilà, il faut faire beaucoup de pédagogie, il faut vulgariser, il faut lever tous les freins et toutes les peurs, et c'est ce qui va permettre justement à la voiture électrique de continuer à se développer. D'accord. Alors autre point auquel vous êtes très attaché, la sécurité, et à travers beaucoup de dispositifs électroniques. Je crois que vous avez d'ailleurs un démonstrateur assez spectaculaire du côté du hall 8 avec effectivement une voiture entièrement fermée. On est aveugle dans la voiture, on communique avec l'extérieur simplement à travers les systèmes électroniques. Vous pouvez nous donner quelques détails ? Oui, il faut absolument aller l'essayer parce que les vitres sont complètement masquées et quand on ferme faut pas être claustrophobe. Voilà, quand on s'installe dans la voiture, on est vraiment dans le noir. Et en fait, on communique avec l'extérieur uniquement grâce aux caméras qui sont situées de part et d'autre de la voiture, qui permettent de détecter les objets en mouvement, qui permettent d'avoir une vision à 360 degrés de ce qui se passe dans la voiture, comme si on avait positionné une caméra au-dessus, on visualise parfaitement les alentours et qui permet d'évoluer dans un gymkhana en toute sécurité parce qu'on est vraiment capable de resituer parfaitement son environnement. Donc ça fait partie des éléments de ce qu'on appelle nous le bouclier de sécurité. C'est pas de l'hyper haute technologie, c'est de la technologie qui est accessible aujourd'hui sur la plupart de nos voitures. Donc ce bouclier de sécurité, il existe sur l'ensemble de nos gammes que je vais appeler normales, c'est-à-dire faut entendre par là les voitures qui sont accessibles, c'est-à-dire Note, c'est-à-dire Juke, c'est-à-dire Qashqai, c'est-à-dire X-Trail, c'est-à-dire Pulsar. Donc ça, c'est de la technologie qui existe dès aujourd'hui. Et puis on peut compléter aujourd'hui le bouclier de sécurité. Il y a l'alerte de franchissement de ligne, il y a le détecteur d'angle mort, il y a la détection d'objets en mouvement. Quand on fait une manœuvre, par exemple sur un parking, ça permet de voir s'il y a un caddie ou un ballon qui traverse juste derrière. Le freinage d'urgence, si la voiture devant vous s'arrête, la voiture va réagir avant vous. Donc tout ça, ça contribue à la sécurité. Et ce qui est important, c'est que tous ces éléments existent aujourd'hui dans notre gamme et ce sont les premiers étages de la fusée qu'on va venir compléter après pour 2016, 2018 et 2020 pour pouvoir arriver à la voiture autonome. La fameuse conduite autonome. Bon, à ça, petit hiatus, quand même, on a la Convention de Vienne, qui aujourd'hui interdit formellement tout ce qui est conduite autonome, mais on sent bien que de tous les côtés, dans tous les pays d'Europe, ça s'agite beaucoup pour une modification de la législation. Oui, la législation doit évoluer parce qu'aujourd'hui, il est clair que le conducteur doit rester maître de son véhicule. Or, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que on demande à l'électronique de prendre le pas sur le conducteur dans les situations d'urgence, justement pour protéger le conducteur et sa famille à bord. Donc voilà, il faut que la législation évolue, mais je pense que tous les constructeurs aujourd'hui ont parfaitement conscience que c'était un pas nécessaire pour plus de sécurité pour le conducteur et également pour son environnement. On va patienter quelques années encore alors. Oui, mais assez rapidement, déjà, on promet des prototypes qui roulent déjà, et les premières étapes pour les clients, ce seront 2016, 2018, 2020. Et souvent, quand on parle de conduite autonome, je voudrais pas
je voudrais pas associer ça aux pertes du plaisir de conduire. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, naturellement, le conducteur garde la main, peut garder la main. S'il a envie de conduire et de se faire plaisir sur une petite route de montagne, il peut le faire, il peut garder la main. En revanche, il y a des situations de conduite sur le périphérique à Paris qu'on connaît bien, ou parfois les longs trajets sur l'autoroute. Bah là, pour plus de sécurité, on peut laisser la voiture prendre la main. Merci beaucoup.